Bienvenue pour cette troisième conférence participative du Campus de la Transition dans le cadre du parcours Résilience et Transition. Le Campus de la Transition vise à former des étudiants et des professionnels pour mieux comprendre la transition et pour pouvoir traverser les crises et les décennies qui s'annoncent avec humanité et avec résilience. En quelques mots, le constat, c'est que si nous restons sur la même trajectoire économique, les dérèglements environnementaux vont amener à une succession de catastrophes naturelles et de crises sociales dans les prochaines décennies, et que pour permettre les conditions d'une vie bonne aujourd'hui et demain sur tous les continents, il va falloir faire des choix difficiles dans des contextes d'incertitude et de complexité. Est-ce qu'une démocratie efficace pourrait permettre d'organiser et d'additionner les expertises et les subjectivités pour faire les meilleurs choix possibles et les rendre acceptables? C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui avec Lucille Schmitt. Dans quel état est notre démocratie aujourd'hui? Avons-nous la culture du dialogue nécessaire pour réussir cette difficile équation de maintenir une stabilité économique à court terme et de maintenir un capital environnemental et humain à plus long terme? Donc, nous sommes aujourd'hui avec Lucille Schmitt, qui est vice-présidente de la Fabrique écologique, co-présidente de la Green European Foundation de 2016 à 2018 et qui anime régulièrement, avec les philosophes Catherine Larère et Bérangère Huron un séminaire sur la démocratie et l'écologie à l'université Paris 1 depuis 2017. Donc, elle est ici aujourd'hui pour évoquer trois questions particulièrement. Donc déjà, est-ce que l'incertitude que nous vivons aujourd'hui peut être favorable à la démocratie? Un deuxième sujet sur peut-on imaginer une sortie de cette crise qui préserve la portée des enjeux écologiques? Et dans ces cas-là, quelle relation tisser entre l'économie et l'écologie? Et enfin, quelle place donner aux sciences dans les liens entre démocratie et écologie? Faut-il y voir une nouvelle culture du pouvoir? Merci beaucoup, Perrine. C'est un grand plaisir d'être là. Donc, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé donc les 3 thèmes de cette semaine, comme vous les avez rappelés. Donc, il y avait la question de l'économie mondiale à l'arrêt, est-ce que c'est une chance pour le climat? Gouverner dans l'incertitude, et puis la question des tensions et du confinement, et au fond de la psychologie sociale, la capacité de négociation, de controverse qu'il faut envisager lorsqu'on veut changer le modèle. Et c'est à partir de là que je me suis dit il faudrait 3 parties dans cet échange entre nous. Effectivement, la première partie, c'est la question de l'incertitude. Est-ce qu'elle peut être favorable à la démocratie? Et comment, quelque part, la crise que nous vivons actuellement, puisqu'il y a un lien, il y a une contextualisation à faire avec la crise du coronavirus et cette question de la transformation écologique, comment est-ce que la crise que nous vivons, à la fois d'incertitude par rapport à ce qu'est ce virus et d'incertitude par rapport à ce que va être l'organisation économique et sociale à la sortie de ce confinement, comment est-ce que ça interroge les contenus démocratiques et comment est-ce que ça pourrait, au fond, être favorable au fait de relier la démocratie et l'écologie? Alors, première chose qui me semble essentielle, insister sur cette notion d'incertitude. C'est important parce que, de manière générale, nous avons été habitués à nous penser, vous l'avez rappelé, peut-être pas forcément totalement invulnérables, mais en tout cas moins vulnérables que nous sentons actuellement, et que l'écologie nous replace dans un système de relation avec la nature qui doit nous faire ressentir notre propre vulnérabilité. Donc, d'une certaine manière, la question de l'incertitude, de nos vulnérabilités, est peut-être psychologiquement quelque chose qui peut mieux nous préparer à une évolution de nos processus de décision, à une évolution de notre culture du pouvoir, et c'est quelque chose qui me semble assez essentiel. Je rejoins évidemment François Gémen, j'ai vu qu'il y avait un article de lui qui avait été mis en discussion cette semaine sur le fait que crise climatique et crise sanitaire ne sont pas équivalentes, mais je pense que la complexité de la situation que nous vivons, la soudaineté de ce qui s'est passé, peut expliquer que certains la qualifient de forme de catastrophe naturelle, et ça me semble quelque chose à garder en tête. En tout cas, on voit bien qu'il y a une petite musique qui existe depuis le début de ce confinement. C'est évidemment le fait qu'il ne faudra pas oublier quelque part la tendance croissante à ce que les sociétés veulent un modèle de société plus écologique, mais aussi que la question de notre interaction avec la nature par rapport à cette pandémie est posée d'une manière très brutale, de façon catastrophique, mais en tout cas d'une manière qu'il n'est plus possible d'esquiver, y compris Donald Trump, lorsqu'il a essayé d'esquiver ce que pouvait être le coronavirus, a été obligé, lui qui est un climato-sceptique total, a été obligé de faire machine arrière. Donc on est dans cette situation où en tout cas la question de la relation avec la nature est remise au centre du jeu et ça me semble quelque chose d'important.
avec en même temps, évidemment, ce sujet de l'incertitude et de la complexité. Et ce que je pense important de rappeler lorsqu'on articule écologie et démocratie, c'est bien que nos institutions n'ont pas été pensées, mises en place, mises en œuvre et ne fonctionnent pas avec suffisamment de place laissée à la nature. Elles ont été pensées évidemment essentiellement, enfin uniquement, si je puis dire d'ailleurs, pour que les sociétés progressent, croissent dans une sorte de déni de la nature. Et puis même quand, comme en France, la charte de l'environnement a été ajoutée à la Constitution en 2005, c'est à côté de la Constitution que ça a été fait. Et je voudrais quand même rappeler que, par exemple, le principe de précaution, qui aujourd'hui est extrêmement débattu à l'occasion de cette pandémie, est un principe sur lequel, encore en 2018, des députés de certaines familles politiques souhaitaient une remise en cause de ce principe de précaution au nom du fait qu'il agissait contre le fait, qu'il empêchait d'agir plutôt. Et donc, on était dans une situation où il fallait mieux mettre un principe de prudence, je ne sais quoi. Donc, on est quand même dans cette situation où toutes les valeurs et les modes d'action qui sont liés à notre relation avec la nature ne font pas partie ou restent très marginales dans nos institutions. Ça, c'est un point qui me semble essentiel. La troisième chose que je voulais dire sur cette articulation entre démocratie et écologie, et j'ai vu que dans le texte d'Alain Grandjean, que vous avez regardé cette semaine sur les questions d'économie, il revenait sur la notion d'anthropocène, qui j'imagine a été aussi regardée par Dominique Bourg la semaine dernière. En fait, ce qui est très frappant pour nous et peut-être déstabilisant et qui crée de l'incertitude, c'est que nous découvrons à la fois qu'il faudrait remettre de la nature dans le fonctionnement dans nos décisions, donc dans le fonctionnement de nos institutions, et dans le même temps, nous découvrons combien c'est notre responsabilité comme individu et comme société d'avoir déréglé ce fonctionnement de la nature. Donc, nous sommes dans une situation où nos institutions n'avaient pas intégré la préoccupation de la nature ou l'avaient fait très marginalement et depuis peu de temps. Et nous sommes en même temps soumis à cette pression du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité. Nous sommes soumis au fait de regarder de plus en plus visiblement comment notre fonctionnement actuel, puisqu'il est encore il a peu évolué encore, notre fonctionnement actuel dérègle la nature et comme nous n'avons pas forcément les outils de décision pour cesser de la dérégler, sauf à remettre en cause fondamentalement notre organisation économique et sociale. Et ça, c'est quelque chose de déstabilisant, d'incertain. Donc ça me semble être un deuxième élément important à noter, c'est que c'est une incertitude qui peut peut-être être favorable au fait qu'on prenne davantage en considération notre interaction avec la nature, mais c'est aussi l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons quelque chose de déstabilisant parce que ça nous fait réaliser que notre responsabilité ne pourra plus être exercée comme auparavant. Et enfin, troisième point, c'est une incertitude qui nous pose la question de l'agir différemment. Il ne s'agit pas seulement de penser autrement ou de décider autrement, il s'agit aussi d'agir différemment. Et c'est là que la notion de transformation écologique est évidemment puissante, mais qu'elle reste à penser dans la mise en œuvre autour des compromis, autour des négociations, autour des controverses aussi que nous verrons tout à l'heure. Tous ces éléments de pensée de l'action me semblent être extrêmement importants. Et en ce sens, la période que nous vivons, le contexte de cette pandémie est très intéressant parce que nous voyons chaque jour, au fond, comment les gouvernements sont face à la nécessité de penser l'action dans une espèce de flux d'incertitude qui les oblige à s'ajuster en continu. Donc, ils doivent penser à la fois le temps très long parce qu'ils doivent penser peut-être la prochaine pandémie, ils doivent penser évidemment les mois qui viennent, les années qui viennent, et par ailleurs, ils doivent au quotidien nous dire ce que l'on va faire. Et en ce sens, je trouve que nous baignons sans doute dans une espèce d'expérience vitale qui nous explique comment est-ce qu'on peut changer un mode de fonctionnement, et c'est une leçon intéressante en ce qui concerne ce qu'implique la transformation écologique, qui est une leçon par rapport au fait que nous devons changer profondément, et par ailleurs ne pas oublier, et ça je tiens à le dire pour terminer cette première partie, ne pas oublier les valeurs sur lesquelles se fonde la démocratie. Quelles sont ces valeurs? En France, vous connaissez notre devise, liberté, égalité, fraternité. Je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant aujourd'hui dans les débats sur la transformation écologique. C'est évidemment la question de l'équité, de la justice, de la lutte contre les inégalités. Et dans la métaphore qu'impose le coronavirus, on voit bien que les inégalités sociales ont repris une force incroyable, alors qu'on souhaitait souvent les mettre de côté, me semble-t-il, en tout cas
dans les politiques publiques telles qu'elles sont menées aujourd'hui. Et donc, il faut ajuster l'écologie et la démocratie sans renoncer à aucun moment aux références démocratiques, aux références de valeurs que sont les valeurs sur lesquelles se structure notre fonctionnement démocratique. Et ça, c'est un point essentiel. Ce n'est pas parce que nous allons interagir avec la nature que nous allons oublier les valeurs de fraternité, les valeurs d'égalité, les valeurs de liberté. Simplement, nous devons élargir ces valeurs dans la pensée et dans l'action à d'autres êtres que les êtres humains. Et c'est en ce sens qu'évidemment, tout ce que vous avez pu lire sur le texte de Bruno Latour cette semaine, tout ce qui est dit aussi par Descola, toutes ces références nous aident à comprendre qu'on ne renonce à aucune des valeurs démocratiques en l'articulant nos fonctionnements démocratiques avec l'écologie, mais on l'élargit à d'autres êtres, des êtres non humains, et évidemment, on élargit également nos références en termes d'espace et de temporalité, confère la question des solidarités avec les générations futures. Voilà, ça, c'est les quelques éléments que je souhaitais donner sur la question de incertitude des démocraties. Et maintenant, je vais passer à une deuxième partie, qui est la partie sur la question de l'économie. Je vois qu'il y a un petit... C'est pas grave, je peux continuer. Un premier petit résumé de Philine de cette première partie qui était très riche. Dans cette deuxième sous-partie, je voulais regarder les éléments économiques et notamment donc me placer dans cette perspective où on essaie d'imaginer une sortie de crise qui préserve les enjeux écologiques et donc quelle relation à ce moment-là on peut tisser entre économie et écologie. D'abord, peut-être l'avez-vous remarqué, mais il y a un débat extrêmement actif depuis déjà une dizaine de jours sur le fait que la sortie de crise ne peut se faire en oubliant l'écologie. Et c'est un débat qui a notamment été lancé par pas mal de ONG, de think tanks, notamment par toutes les associations qui ont participé au pacte du pouvoir de vivre et qui sont des associations qui ne sont pas seulement écologistes, hein, qui sont aussi les associations ATD Quart Monde, le CERAS, la CFDT, le CCFD Terre Solidaire. C'est-à-dire que cette association, si je puis dire, de structures qui travaillent sur les questions de précarité, de pauvreté, d'inégalité sociale, et les structures qui travaillent sur les questions d'écologie, qui avaient été lancées sous l'égide de la Fondation Nicolas Hulot et la CFDT, a remis en quelque sorte le couvert en disant, écoutez, cette sortie de crise, il faut évidemment la faire en pensant à la question du lien entre inégalité sociale, enfin justice sociale et écologie. Il y a un deuxième pan de débat qui a été occupé par des think tanks et des ONG qui sont, elles, plus stricto sensu du côté du vert, si je peux dire, et notamment de la finance verte, mais pas seulement, comme le think tank I4C qui travaille avec la Caisse des dépôts, ou le WWF, ou l'IDRI qui travaille avec Sciences Po, ou le réseau Action Climat. Et eux, ils ont fait un certain nombre de propositions qui, elles, sont plus du côté de l'économie au sens plan de relance verte. C'est-à-dire que on voit bien que y a d'un côté la question de l'économie avec l'idée qu'il faut transformer nos manières de produire et nos manières de consommer, et que ce qui nous attend doit être vu avec prioritairement l'angle de la transformation climatique. Et là-dedans, d'ailleurs, la question de la biodiversité est insuffisamment observée. Et puis, il y a la question des inégalités sociales. Et la question, c'est évidemment de faire jonction entre ceux qui portent ces enjeux de relance verte et ceux qui portent les questions d'inégalité sociale, qui connaissent un rebond énorme pendant cette période de confinement. Et il y a également du côté de l'Union européenne l'appel qui a été lancé par Pascal Canfin avec d'autres députés et puis d'autres organisations que les députés européens, notamment là encore la CFDT d'ailleurs, qui s'appelle Appel pour une alliance verte et qui a été lancé il y a quelques jours et qui, lui, vise à faire pression du côté européen sur la Commission européenne et sur tous les États membres pour faire en sorte que le Green Deal européen, qui était quelque chose sur lequel Ursula
von der Leyen avait fondé au fond sa légitimité comme nouvelle présidente de la Commission pour faire en sorte que dans la situation actuelle où un plan coronavirus va être émis par la Commission européenne à la fin du mois d'avril, ce plan coronavirus, au fond, ne signe pas la fin des ambitions du Green Deal européen. Donc on est dans une situation où on voit bien les tensions très fortes qui existent entre l'idée qu'il faut faire des plans de relance, parce qu'aujourd'hui, la situation de récession, on le voit au niveau de la France, récession de 6% du PIB qui est évoquée, quelque chose du même ordre du côté de l'Union européenne ou de la croissance mondiale. Comment cette relance d'urgence va pouvoir ne pas sonner le glas de tout ce qui était en train de prendre place dans les politiques publiques françaises, européennes et dans les préoccupations mondiales. Je rappelle que la COP de Glasgow a été annulée, et c'était la COP de mise en œuvre de l'accord de Paris de 2015. Donc on est dans cette situation, au fond, de très grande, pour le coup, incertitude, voire d'anxiété, par rapport au fait que tout ce qui était en train de se mettre en place va être reporté, voire annulé, parce que l'argent va manquer pour à la fois transformer écologiquement et relancer dans le court terme avec une urgence sociale. Donc ce à quoi on assiste, c'est le fait que articuler urgence sociale et urgence écologique ou transformation structurelle autour de l'écologie ne va pas de soi, parce que quelque part, la ressource financière, le fonctionnement aussi des acteurs économiques ne va pas forcément ajuster les deux préoccupations en même temps. D'ailleurs, dans l'appel pour une alliance verte, lancé, comme je le disais, il y a quelques jours, on voit bien que le texte, qui est très court, hein, que je vous invite à aller regarder, mais qui est très court et qui vaut surtout par l'importance de ses signataires, si je puis dire. Le texte dit, au fond, il y a deux étapes. Il y aura une étape d'urgence et puis après, il y a la transformation avec les plans d'investissement. Et c'est au moment des plans d'investissement qu'il faut sans doute mettre le paquet sur la question de la transformation économique, c'est-à-dire une économie décarbonée, la transformation des industries, la façon dont on pourra utiliser l'impératif de relocalisation des industries essentielles pour relocaliser en Europe et par exemple en France des industries qui pour l'instant sont en Chine. Mais comment est-ce qu'on relocalise des industries? Je le rappelle, à un moment où on vient de vivre, par exemple avec ce qui s'est passé avec Lubrizol à Rouen, la difficulté d'accepter la relocalisation industrielle d'industries qui peuvent être dangereuses, relocaliser industriellement dans le territoire en France au moment où on dit qu'il faut refaire de l'agriculture bio. Je pense qu'il y a là toute une série de contradictions dans la mise en œuvre qu'il faut imaginer. Pas forcément pour ne pas agir même, mais en tout cas anticiper sur les contradictions entre un discours du yaka faucon et la réalité d'une mise en œuvre qui suppose résolu de nombreuses contradictions. Donc on voit bien que sur le plan économique, il y a trois choses. D'abord, envisager l'ensemble des échelles, et je crois que dans les textes d'Alain Grandjean, notamment, vous avez pu regarder, c'est quelque chose qui est dit assez clairement, ne pas dissocier ce qui peut se faire au niveau français de ce qui peut se faire au niveau européen, mais ne pas dissocier ce qui peut se faire au niveau national de ce qui peut se faire dans les territoires, au moment où aujourd'hui les collectivités locales vont jouer un rôle fondamental. Et dans la crise du coronavirus, on a vu combien l'articulation, une meilleure interaction entre collectivités locales et État était essentielle pour atteindre de l'efficacité. Et ça vaut évidemment plus largement sur la question de l'écologie. Donc la question des échelles, la question de la ressource économique et financière. Et là, il y a une question de jeu d'acteurs qui me semble être essentielle. C'est-à-dire qu'on voit bien que ça ne sera pas exclusivement la ressource publique qui peut être trouvée. Il s'agit d'activer, par exemple, les banques, les acteurs financiers privés. Il s'agit d'activer la solidarité entre grandes entreprises qui ont davantage de moyens et acteurs plus fragiles, PME dans les territoires. Et puis, il s'agit évidemment aussi d'activer le comportement des individus parce qu'il faut articuler responsabilité individuelle et collective. Et la question de nous, consommateurs, nous, agents économiques, nous, comment nous savons faire pression et dire ce que nous souhaitons, me semble être un élément essentiel. Je ne considère pas que dans la période que nous allons vivre, on puisse déconnecter la question économique de la question démocratique. On ne peut pas s'en remettre un fonctionnement d'économie en boîte noire. Et je crois que l'attention que nous allons porter à tout cela, nous comme salariés, nous comme fonctionnaires, nous comme citoyens, comme étudiants, ça montre bien, et c'était quelque chose qui était fortement en germe, hein, je le rappelle, l'année dernière, enfin avant le corona plutôt, par exemple autour du manifeste pour un réveil écologique porté par les étudiants, par exemple par l'ambition portée par certains salariés dans les entreprises.
on ne peut pas aujourd'hui s'en remettre d'abord à l'abstraction du fait de déverser des milliards, des centaines de milliards. Vous savez, chaque jour, on nous dit que finalement, on avait 40 milliards d'euros qui allaient être mobilisés en France pour le plan de relance. Finalement, c'est 100 milliards la semaine d'après. Au niveau européen, on nous dit que c'est 540 milliards d'euros qui vont être mobilisés. Et puis, évidemment, que les fonctionnements de la Banque centrale européenne vont être totalement modifiés, notamment par rapport au mécanisme de stabilité, au pacte de stabilité financière. Et en même temps, on comprend qu'il y a des problèmes de solidarité entre États européens qui sont puissants sur la manière de dépenser l'argent. Donc, je crois qu'on ne peut pas se contenter. Moi, si j'avais une chose à dire pour terminer cette deuxième partie, sans technicité, si je puis dire, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a aujourd'hui des personnes qui sont compétentes sur l'économie, moi je ne le suis pas. Je pense que dans cette période que nous vivons, et sur l'écologie, c'est quelque chose qui a toujours été très perceptible, il n'y a pas de domaine réservé, et que l'articulation entre fonctionnement démocratique et fonctionnement économique et l'évaluation financière est essentielle. Je rappelle qu'en 2007-2008, dans cette grande crise que nous avions vécue, qui était une crise financière, qui n'était pas une crise sanitaire, mais qui avait entraîné une bien moindre récession, on s'en était au fond remis quelque part à certains acteurs, et que l'évaluation de la manière de dépenser l'argent du contribuable ou de dépenser pour les banques a été extrêmement décevante, et qu'au fond, le business as usual a repris très vite ses droits. Donc je crois que ça, c'est un point essentiel, pas de business as usual, et assez vite d'ailleurs organiser la possibilité, je ne sais pas si c'est d'une alter-COP, puisque Glasgow a été annulé, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que la revue, au fond, de ce que disait l'accord de Paris soit faite assez rapidement? C'est un point essentiel. Et pourquoi est-ce que les citoyens ne se mobiliseraient pas pour en faire la revue? Pourquoi laisser ça, au fond, aux diplomates? C'est une question que je pose. Voilà, j'en ai terminé pour cette deuxième partie, pour ne pas être trop longue. N'hésitez pas pendant ces temps-là, chacun, à noter les deux ou trois choses que vous retenez pour bien repartir avec un maximum d'apprentissage de cette conférence. Merci Philine. Bien, écoutez, donc je vais entamer cette troisième partie que j'avais intitulée « Quelle place donner aux sciences dans les liens entre démocratie et écologie ?» Et faut-il y voir le signe d'une nouvelle culture du pouvoir? Évidemment, ce qui nous frappe tous aujourd'hui avec cette crise du coronavirus et cette difficulté des gouvernements à décider, c'est la place nouvelle prise par les scientifiques, très visiblement, dans les médias. Nous avons découvert des professeurs de médecine remarquables, qui parfois se contredisent entre eux. Je crois que c'est un point essentiel. Ça nous amène à nous dire avec force que les sciences ne sont pas univoques, et qu'il n'y a pas un scientifique, des scientifiques, il y a une diversité de sciences, il y a des débats féconds dans les sciences, et je crois que c'est un point important. C'est pas propre à la France. On voit bien que en Allemagne, au Royaume-Uni, par exemple, vous avez un certain nombre de scientifiques, de professeurs de médecine qui sont devenus extrêmement populaires. Édouard Philippe s'est présenté pour son point avec Florence Adair, qui mène l'essai massif en Europe de Discovery. Christian Drosten, qui est épidémiologue à l'hôpital de la Charité à Berlin, est devenu quelqu'un qui fait un podcast tous les jours pour les Allemands, pour leur expliquer au fond qu'est-ce que c'est que la crise du coronavirus. Et puis je regardais comment s'appelait ce fameux épidémiologiste britannique qui nous fait des courbes là, terribles, et qui nous dit que les millions de morts sont devant nous, Neil Ferguson. Donc on est dans cette situation où quelque part l'autorité des scientifiques est aujourd'hui presque challenge, si je puis dire, en tout cas, est en compétition avec celle des décideurs politiques qui s'appuient sur eux, qui justifient leurs décisions par rapport à eux. On ne sait pas si c'est quelque chose qui va s'atténuer ou si c'est quelque chose qui est bénéfique. Je pense que c'était une question que je voulais poser de manière très ouverte, parce que je voulais quand même rappeler que dans l'écologie, il y a évidemment, on différencie assez classiquement l'écologie politique de l'écologie scientifique.
Et voilà, il y aurait les militants écologistes d'un côté et les écologues de l'autre, ceux qui sont du côté de l'écologie scientifique. Bon, moi je pense que c'est un peu plus compliqué et qu'à l'évidence, l'écologie scientifique est une espèce de discussion qui, en remettant en fait chaque objet dans son écosystème, invite justement à ne pas avoir de certitude. C'est pas l'écologie scientifique, c'est vraiment de replacer l'écologue se met dans une situation, je crois que c'est Vincent de Victor qui l'a dit, c'est le biologiste, l'écologue c'est le biologiste qui sort de son laboratoire et qui va au fond mener une espèce d'investigation sur la manière dont l'objet de son étude en tant que biologiste va être en interaction avec son environnement. Donc on retrouve là, au fond, quelque chose qui peut être transposé dans l'écologie politique, qui est aussi de replacer l'être humain dans son environnement, dans son interaction avec la nature. Donc en ce sens, ce qui me semble important à dire, c'est que lorsqu'on se dit écologiste, dans cette interaction, dans cette nécessité d'investiguer hors de sa zone de confort, il y a une préoccupation qui lie l'écologie scientifique et l'écologie politique, ou l'écologie comme projet de société. J'aime bien dire ça plutôt que l'écologie politique, projet de société qui donne sa place donc aux êtres non humains, aux côtés des êtres humains, et qui replace les valeurs de coopération et de solidarité au centre du jeu, en laissant de côté cette compétition et ce court-termisme auquel nous avons été habitués à travers ce modèle de mondialisation que nous allons certainement changer après cette crise du coronavirus. Voilà, donc du coup, dans l'écologie, dans la transformation écologique, la science joue une part essentielle, centrale, bien sûr parce que nous devons réintégrer la préoccupation de la nature, bien sûr parce que nous devons apprendre à connaître des phénomènes que nous ne connaissions pas ou que nous avions choisi de laisser de côté. Je voulais rappeler que la création du GIEC, IPCC, en 1988, qui depuis a pris une place croissante dans les négociations climatiques, c'est l'institutionnalisation du fait que les scientifiques lançaient l'alerte. Il faut le rappeler, d'ailleurs, les climatologues américains ont été parmi les premiers à lancer l'alerte. Il n'y a pas que Trump climato-sceptique aux États-Unis, il y a aussi cette capacité des scientifiques américains à s'être mobilisés. Et donc, on est dans cette situation où, à travers le GIEC, qui est un groupement de disciplines scientifiques extrêmement diverses, c'est-à-dire qu'on y trouve évidemment à la fois des physiciens, des géologues, des botanistes, des spécialistes de l'agriculture, des climatologues, des épidémiologues. Enfin, donc, on trouve dans ce dialogue entre les différents types de scientifiques cette capacité, au fond, de faire une synthèse de la complexité des diagnostics scientifiques et de conseiller les décideurs publics. Donc, place là encore éminente des scientifiques dans le processus de décision autour des COP, place éminente des scientifiques aujourd'hui dans la crise que nous vivons, mais cela ne facilite pas, et ça c'est un point essentiel sur lequel je voulais vraiment insister, cela ne facilite pas le fait de donner une place aux sciences dans les processus démocratiques. Pourquoi ça avait été assez bien décrit dans l'ouvrage de Dominique Bourg et de Kerry Whiteside qu'ils avaient écrit en 2011 ou en 2010, je ne sais plus, Démocratie écologique. À l'époque, ils ne parlaient que de la question du dérèglement climatique, et aujourd'hui, on peut y ajouter vraiment faire le lien avec la question de l'extinction de la biodiversité. Ils disaient au fond, l'organisation de nos institutions démocratiques favorise le court terme, et par ailleurs, les citoyens, je résume rapidement, les citoyens n'ont pas forcément l'intuition ou ne donnent pas spontanément une place importante à la question des dérèglements climatiques parce qu'ils ne sont pas visibles pour eux. Alors là, on est 10 ans après et on voit bien que les choses ont vraiment profondément changé. Pourquoi ? D'abord parce qu'effectivement, les dérèglements climatiques et l'extinction de la biodiversité sont devenus parfaitement visibles, sous la forme de catastrophes ou sous la forme d'un constat quotidien de variation des températures ou du fait que les abeilles ont disparu ou que nos fleurs fleurissent parfois en décembre. Bon. En tout cas, on voit bien que la question de l'absence de visibilité pour les citoyens, elle est derrière nous. Deuxième élément, on voit bien que, et que préconisaient Kerry Whiteside et Dominique Bourg, ils préconisaient donc cette chambre du long terme, transformer le Sénat, par exemple, en chambre d'expertise, qui aurait une espèce de pouvoir de veto par rapport à des décisions qui ne seraient pas des décisions conformes à l'utilité écologique, voilà, pour résumer les choses.
On voit bien que cette question de l'expertise versus la citoyenneté ne peut plus être traitée de la même manière. Et en ce sens, je crois que vous avez regardé les travaux de la Convention citoyenne pour le climat, qui a rendu, pendant cette crise du coronavirus, qui a choisi de rendre pendant cette crise ses propositions. Et c'est intéressant parce qu'elle aurait pu choisir d'attendre, parce qu'on est en quelque sorte figé dans une sorte d'immense parenthèse. Non, elle a choisi de le faire et je pense que c'est un choix qui peut donner lieu à une discussion entre nous, parce que c'est un choix qui, au fond, choisit de faire le lien entre ce que nous vivons et ce qu'il préconise. C'est-à-dire d'inscrire au sein même de cette crise du coronavirus traces de propositions qui sont faites par les citoyens de changer le modèle de développement. Et ça, c'est quelque chose qui montre leur liberté, leur libre arbitre, leur libre appréciation par rapport au fait qu'ils avaient été créés et qu'au départ, certains avaient dit mais ça va être juste des créatures et une instance dont on connaît déjà à l'avance le fait qu'ils seront sous la houlette du gouvernement. Je crois qu'ils ont ainsi montré leur liberté. Et puis, je crois que ça illustre le fait qu'il y a une obligation, si on veut redonner de l'importance à la démocratie par rapport à l'expertise, il y a une obligation aussi de créativité, nouvelles instances, nouveaux lieux. Je regardais les articles qui vous ont été proposés sur l'articulation entre science et démocratie, et notamment sur la question des controverses ou des forums hybrides, où on associe des acteurs différents, avec des niveaux d'expertise différents, des scientifiques de disciplines différentes, des citoyens, dans les territoires ou pas. Et je me disais que cette notion d'hybridité était au fond la bonne manière de faire le lien entre démocratie, science et en quelque sorte urgence écologique. Parce que on sait bien qu'aujourd'hui, les sciences nous aident à avoir des diagnostics précis sur l'ampleur de la crise, peuvent également nous aider à avoir des préconisations intéressantes sur les solutions à trouver à la crise, mais on sait bien aussi qu'on ne peut pas se reposer du tout entièrement sur les sciences lorsqu'il s'agit de modifier nos comportements, de vivre autrement et d'accorder plus de respect et d'exercer nos responsabilités différemment à l'égard de l'ensemble des êtres vivants. Donc, je crois que ce qui est intéressant, et peut-être que je terminerai dans un premier temps là-dessus, c'est qu'évidemment, la question de notre culture générale scientifique, comment est-ce que nous comprenons mieux les phénomènes scientifiques, comment est-ce que nous sommes en mesure d'appréhender ce qui nous arrive et ce qui arrive aux vivants, cette crise du coronavirus nous en montre toute l'importance, mais elle montre aussi combien nous sommes loin d'avoir cette culture générale scientifique. Elle montre comment aujourd'hui la décision politique implique une expertise élargie et c'est aussi, et ça se fait dans une forme de transparence et de débat que je trouve aussi fécond pour la démocratie. Mais elle montre également que de nouveaux gourous peuvent apparaître, alors que je crois que ce qui est essentiel pour nous, c'est bien de trouver des modes de fonctionnement collectif, de débat, et que les citoyens soient en pleine possession de leur pouvoir. Et donc, j'aurais tendance à dire, mettons les choses à leur juste place, même si pour l'instant, nous ne savons pas encore très bien quelle est cette juste place. Je crois que c'est un point qui est devant nous, mais que nous avons compris que le jeu d'acteurs classique des institutions n'était pas à la hauteur des défis que nous allons affronter, que d'autres acteurs doivent être partie prenante de la décision, mais n'oublions pas que nous sommes nous-mêmes les acteurs de cette décision et sachons être des citoyens qui soient des citoyens actifs, responsables, à la fois, certes comme consommateurs dans notre vie privée, mais aussi, et j'allais dire et surtout, dans notre vie publique. Sachons prendre ses responsabilités publiques. En ce sens, pour conclure provisoirement, encore une fois, je trouve que ce qui s'est passé autour de la tenue des élections municipales en France est assez emblématique du fait que nous devons élargir notre horizon démocratique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce qui a été expliqué dans une forme de précipitation, c'est qu'il fallait tenir ce premier tour des élections municipales parce que c'était une étape importante de notre vie démocratique. Ce qu'on a, 2 jours après, ce que nous avons compris, c'est que nous allions entrer dans un stade plus grave de l'épidémie et donc sans doute être confinés. Donc, c'est tenu dans une espèce de parenthèse étrange, un premier tour des élections municipales qui a conduit à un certain nombre de contaminations, mais qui surtout montrait son inutilité puisque certes, dans un certain nombre de communes, les exécutifs ont été élus, mais avec un niveau d'abstention très important, avec un discours contradictoire à l'égard des citoyens qui donnait le sentiment qu'il fallait y aller,
et qu'en même temps l'épidémie était là, donc sans doute des comportements à risque qui ont duré 3 jours de plus. Et donc nous voyons bien qu'au fond, la bonne décision démocratique n'était sans doute pas de tenir cette échéance, mais de dire, écoutez, nous vivons un moment inédit, une grande catastrophe dans notre vie démocratique, et c'est pour cette raison que nous repoussons cette échéance pour pouvoir la tenir en connaissance de cause et dans un débat qui est un débat qui sera sans doute élargi, et ça aurait modifié, bien sûr, les priorités, les finalités de cette élection, de ces élections municipales, qui sont, je le rappelle, en France, un moment très important de vie démocratique. Sauf que là, elles se sont tenues dans une sorte de huis clos qui était tout à fait défavorable à ce que j'appellerais une vie démocratique enrichie, complexifiée, grâce aux enjeux écologiques. C'est à cela que nous devons nous préparer. Merci. Alors, une première question pour commencer, qui est sur le champ de la stratégie d'action politique maintenant. Donc, comment tous les acteurs qui œuvrent pour une transformation post-confinement pourraient-ils se rejoindre pour présenter des propositions communes? Cela rejoint d'autres questions qui tournent autour des rapports de force, de la place des lobbies, qui influence sur les prises de décision, comment faire pour rendre les citoyens plus influents dans la prise de décision. Il est difficile de se rassembler, etc. C'est tous ces sujets-là. Oui, moi je pense que c'est une question qui est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on regarde les think tanks, les ONG, les associations qui travaillent auprès des plus démunis, je trouve que chacun est un peu dans son couloir de nage. C'est-à-dire que, par exemple, les think tanks sur l'écologie qui travaillent sur la finance durable, les think tanks qui travaillent sur les organisations internationales ou la question climatique. Et vous avez des préconisations parfois très abstraites ou très macroéconomiques. Et puis à côté de ça, vous avez des propositions très, très concrètes quand on travaille sur les inégalités sociales, sur la précarité, etc. Parce que là, il y a l'urgence. Et on voit bien que les agendas, les langages, les personnes aussi ne sont pas habituées forcément à se retrouver. Et puis, il y a une question d'échelle aussi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour envisager l'ensemble des échelles, ce que je disais tout à l'heure sur le local, le plus territorial, un peu plus agrégé, le national et puis le niveau européen. Moi, j'aurais tendance à dire que, de manière très simple, il faudrait trouver 3-4 personnes. Il y a assez longtemps, j'avais dit il faudrait faire une espèce sur le modèle de ce qu'on fait en Angleterre, un shadow cabinet, enfin une espèce de contre-gouvernement qui incarnerait au fond ce que peut être la décision écologique. Et ça supposerait d'avoir, peut-être que ça serait trop un gouvernement, mais 3-4 personnes qui appartiennent chacun à un de ces mondes de l'écologie différents. Vous voyez, celui qui fait le lien avec les inégalités sociales, la grande précarité, la question de l'exclusion qui va prendre beaucoup d'importance juste après le confinement. Ceux qui connaissent la question des entreprises, de l'économie, mais ceux qui connaissent quelque part la grande finance ne sont pas ceux qui connaissent la microéconomie. Donc il y aurait quelque chose autour peut-être d'un chef d'entreprise engagé. Et puis il faudrait un scientifique. C'est-à-dire qu'au fond, dans ces 3 pans à explorer, on a besoin d'incarnation et de personnes qui puissent dire on se préoccupe des 3 à la fois. Parce que sinon, si on se préoccupe que de la finance, de l'investissement et du plan de relance, la vérité, c'est qu'on verdira quelque chose qui est déjà préétabli et on ne changera pas vraiment la logique des choses. J'en suis persuadée. Si on se contente de faire de l'urgence sociale, ce sera décalé de ce qui peut se passer dans un second temps sur la question de la transformation de l'appareil de production. Et puis, si on s'en remet complètement à la décision gouvernementale, ça sera l'urgence. On l'a vu sur le fait qu'il faut faire des prêts à Air France et à Renault. Et on peut le comprendre, ce sont des fleurons de l'économie française. Il y a évidemment la question des emplois, il y a la question aussi symbolique que la France défend ses entreprises. Mais on voit bien que les choix ne sont pas du tout écologiques dans ce cas-là. Donc, comment est-ce qu'on pourrait imaginer moi, je pense qu'il faut prendre une approche. C'est pas un hasard si dans l'écologie, les lanceurs d'alerte sont aussi puissants, quelque part, ceux qui choisissent de prendre le risque. Les lanceurs d'alerte qui portent les 3 choses à la fois, alors ça peut être plus de 3-4 personnes, mais quelque part,
des lanceurs d'alerte qui proposent une mise en œuvre, vous voyez, qui ne soient pas seulement en train de lancer l'alerte, mais qui proposent la mise en œuvre et qui devraient appartenir à ces 3 mondes différents. Merci. Alors, d'autres questions autour de manières de stratégie pour faire baisser drastiquement les émissions de CO2. Donc, une première question qui était, pensez-vous qu'il soit réaliste économiquement de baisser de 4% par an les émissions mondiales de CO2 pour éviter l'atteinte des 2 degrés en 2100, et qui rejoint une question autour de est-ce qu'un système de quotas de gaz à effet de serre serait envisageable? Si oui, comment pourrait-il être accepté par la majorité des citoyens? Ou une autre question, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt envisager une planification sur la base des connaissances des scientifiques? Oui, alors ce qui est intéressant dans ces 2 questions, c'est qu'on sent bien l'idée qu'avec l'urgence écologique, on n'a plus le temps et que donc quelque part, il faut peut-être organiser les choses d'une manière un peu plus autoritaire que ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est une question d'ailleurs qui est très souvent soulevée, autoritarisme, écologisme. Moi, je dirais 2 choses. D'une part, moi, je crois pas à la dictature verte, mais en revanche, j'observe que, moi, j'ai travaillé à un moment au Commissariat général au plan, j'observe que tout a été fait au sein de l'État pour supprimer les services, les lieux où, quelque part, à la fois on discutait entre acteurs justement de mondes différents, c'est-à-dire entre syndicalistes, entrepreneurs, représentants élus, experts. Donc, comment est-ce qu'on pourrait avoir une instance qui porte, il ne s'agit pas de faire une planification à la soviétique, mais en tout cas, l'idée d'une programmation, d'une planification et sur l'écologie, c'est quelque chose qui a un sens. D'une programmation, c'est quelque chose qui a un sens. Et c'est quelque chose dont aujourd'hui l'État est assez dépourvu. Et là-dessus, on voit bien aussi qu'il faudrait évidemment mener cette planification, appelons-la ainsi, assumons le terme, en interaction avec les collectivités locales, puisque ce sont aujourd'hui souvent dans les territoires, et non pas au niveau national, que les initiatives les plus intéressantes sont menées. Donc, organiser cette instance, je trouve qu'elle manque aujourd'hui. La question des quotas qui pourrait être... attention à... Bon, d'abord, on sait bien qu'au niveau européen, donner le juste prix au carbone n'a pas fonctionné. Le marché des émissions de carbone n'a pas fonctionné. Mais moi, ce qui me semble intéressant, c'est ce qui se passe depuis le début de la crise du coronavirus et le confinement et la mise à l'arrêt obligatoire de notre économie. Enfin, en tout cas, des activités non essentielles. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites qui disent qu'il pourrait y avoir environ 5% d'émissions en moins, de CO2 en moins, sur l'ensemble de l'année, au niveau européen, en France, etc. Donc on voit bien qu'effectivement, il y a quelque chose là dont on pourrait tirer des enseignements. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous qu'on reste confinés, mais la question du développement du télétravail, la question de réfléchir aux activités essentielles, qu'est-ce qui est une activité essentielle et comment on articule ça à la question de baisser le niveau des GES, je trouve que c'est un point sur lequel le confinement peut offrir des enseignements. Simplement, toute la question, c'est comment est-ce qu'on déconfine? C'est-à-dire, comment est-ce qu'à partir de là, on pourrait, d'ailleurs nous, citoyens, parce que je ne crois pas que ce sont les gouvernements qui vont faire cette analyse en termes de GES, pour être franche, mais en revanche, à partir des données qui ont été fournies par un certain nombre d'études, là, SIA Partners, par exemple, enfin, des cabinets d'audit tout à fait classiques, hein, tout à fait sérieux, entre guillemets. À partir de là, est-ce qu'on pourrait regarder ce qui s'est passé ou pas? Moi, par exemple, je m'intéressais à ce qui se passe sur le lien entre numérique et écologie, parce qu'on voit bien qu'il y a une baisse des émissions de gaz à effet de serre, et en même temps, il y a une explosion du numérique. Et il se trouve qu'on était justement en train de réfléchir à comment rendre le numérique plus durable et comment faire en sorte d'avoir une empreinte numérique moins forte. Comment est-ce qu'on fait pour articuler les choses qui sont parues pendant le confinement, où il y a eu une diminution très forte des émissions? Ça signifie aussi, et je rejoins ce que j'avais dit en début de conférence, qu'il faut articuler cette question des responsabilités individuelles et des responsabilités collectives, l'organisation collective. Comment est-ce que cette question du télétravail, on peut la gérer, par exemple? Comment est-ce qu'on peut faire du côté des transports avec ce qui s'est passé, observer ce qui a pu se passer? Moi, je crois qu'on a là une expérience à évaluer.
Merci. Et une autre question qui est un peu sur des manières de se mobiliser personnellement à court terme, notamment en tant que citoyen. Il y a par exemple une participante qui parle du programme du programme politique et démocratique que propose Dominique Bourg, qui a l'air très complet, et qui nous dit comment à notre niveau, on pourrait faire émerger ce type de programme courageux et radical de façon rapide et efficace. Donc, un peu, quels sont les moyens que nous avons en tant que citoyens, peut-être aussi en tant que travailleurs, pour soutenir la réalisation des programmes ambitieux qu'on voit émerger. Oui, moi je crois que effectivement le programme de Dominique Bourg est très intéressant. Je pense qu'on est dans une situation où en fait on a énormément de diagnostics, on a beaucoup de propositions, parfois radicales, et on a aussi beaucoup d'individus qui agissent à leur niveau. Mais on a un problème de passage à l'échelle au sens où on n'arrive pas à faire le lien entre responsabilité individuelle et responsabilité collective. On a l'impression que les organisations résistent. Et c'est pas toujours vrai, simplement, on est dans un moment où on a tellement mis l'accent sur la responsabilité individuelle que je trouve qu'on a du mal à imaginer comment faire bouger les organisations. Ça, c'est un point essentiel. Alors, à partir de là, moi, j'avais été très sensible, j'en ai parlé tout à l'heure, au manifeste pour un réveil écologique des étudiants, parce que des étudiants de grandes écoles, mais bon, je pense que ça concerne tous les étudiants et que c'est venu des grandes écoles, ça aurait pu venir tout à fait des universités. Toute la question, ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'ils disent au fond qu'on ne peut pas être clivé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser son vélo à l'entrée de l'entreprise et le reprendre le soir. Donc chacun d'entre nous doit se voir exister dans les différents espaces qui sont les siens. Vous êtes fonctionnaire, comment est-ce que vous pouvez agir dans votre espace de service public? Vous êtes salarié, comment est-ce que vous pouvez le faire? Et certainement, donc ça c'est un aspect un peu, j'allais dire, bottom-up, pas forcément seulement bottom-up, c'est-à-dire que c'est l'idée de ne plus être clivé, d'être écologiste dans son fort intérieur, dans sa vie privée comme dans sa vie publique, comme dans son travail. Après, il y a la question de la radicalité, et effectivement, aujourd'hui, on voit bien, y compris beaucoup dans les analyses du GIEC, quand ils ont fait le rapport en octobre 2018 sur le scénario 1,5 degré, ils ont dit que c'est pas notre rôle de scientifique, mais ça suppose une modification drastique et radicale des organisations économiques et sociales. Donc, ils renvoyaient évidemment aux responsables politiques, aux dirigeants gouvernementaux, et particulièrement aux dirigeants démocratiques. Donc, il y a plusieurs champs sur lesquels peser. Je pense que la question du vote est une question importante, mais il y a aussi le sujet des faire pression sur ceux pour lesquels on a voté. Moi, je crois que la question de la pression sur son maire, sur ses équipes municipales, sur son patron. Donc, je crois beaucoup à cette question de l'interpellation et des contre-pouvoirs. Mais à chaque fois, j'aurais tendance à dire, pas seulement pour dire yaka faucon, mais en proposant des solutions. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, une des difficultés dans lesquelles se trouve la transformation écologique, c'est que on ne voit pas très bien les espaces de négociation, les espaces de compromis, et chacun s'accuse mutuellement d'être trop radical ou de faire du greenwashing, et quelque part, il faut accepter les différentes nuances du verre. Moi, je trouve que, par exemple, le débat sur l'écologie punitive ou l'écologie des solutions, c'est un débat absurde. Je crois qu'il n'y a pas d'écologie punitive, mais je crois qu'il y a une question d'élaboration des processus pour mettre en œuvre qui aujourd'hui pêche, qui est trop limitée. Et c'est pas pour dire qu'il faut des solutions clés en main, mais je pense qu'il y a à imaginer comment on se met autour de la table. Vous savez, au moment du Grenelle de l'environnement, c'était quand même 2007-2008, donc il y a fort longtemps, quand on a mis autour de la table des entrepreneurs, des scientifiques, des représentants élus, des syndicalistes, des fonctionnaires, etc., il y a eu un moment de découverte mutuelle et ça a été extrêmement intéressant. Après, au moment où il a fallu voter la loi Grenelle 2 au Parlement, les choses se sont encalaminées parce qu'elles se sont complexifiées, elles se sont juridicisées, etc. Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que la découverte mutuelle, au fond, du fait qu'on est d'accord ou qu'on partage la préoccupation écologique, aboutisse
à des compromis, à des négociations et à des solutions qui ne seront pas forcément radicales tout de suite, mais en prévoyant qu'elles doivent devenir radicales, ça c'est quelque chose qui me semble important. Moi, je me sens à la fois assez radicale et prête au compromis. C'est ça qui me semble important aussi pour que les choses progressent. Merci beaucoup, Lucile. Il y a encore des questions. Pas mal de questions aussi autour des alternatives démocratiques, la démocratie participative. Qu'est-ce que vous pensez de ces alternatives-là? Comment faire pour qu'il y ait plus de démocratie participative? On a une question, comment obliger le gouvernement à prendre en compte l'avis des citoyens pour allouer les crédits qui vont être dépensés dans le cadre de la sortie de la crise? Quel est votre avis sur toutes ces alternatives démocratiques et la démocratie participative? Je crois qu'il ne faut pas construire des mondes parallèles et que la démocratie participative doit se retrouver aujourd'hui en interaction avec la démocratie représentative. Je trouve ça assez intéressant, cette initiative qui avait été lancée autour de Mathieu Orphelin à l'Assemblée nationale sur le monde d'après, avec l'idée, d'ailleurs, je crois qu'il y a une plateforme sur laquelle on peut aller faire des propositions. Je pense qu'il faut donner du pouvoir à ceux qui sont d'accord avec la transformation, enfin qui souhaitent porter la transformation, qui sont d'accord d'ailleurs, souhaitent porter la transformation écologique, leur donner des idées, du pouvoir, faire en sorte de faire masse. Donc je pense que on a beaucoup parlé de démocratie participative souvent sans penser au lien avec la décision. C'est-à-dire que je crois que le sujet n'est pas que les citoyens participent, je crois que le sujet c'est que les citoyens effectivement fassent pression pour décider autrement. C'est-à-dire, ça fait partie de la question que vous me posez, Perrine. Et donc, en ce sens, il faut qu'ils fassent groupe avec ceux qui peuvent être leurs représentants à l'Assemblée nationale. Il faut qu'ils fassent groupe avec les salariés qui peuvent les aider à bouger les entreprises, les institutions financières. Et je crois aussi qu'ils organisent, que la question de l'organisation de débats, la répercussion qu'on leur donne est aussi une manière de faire masse. Donc moi, j'aurais tendance à dire, soyons partout, enfin, on n'a pas le don d'ubiquité, mais cette question de débattre, de faire masse avec des personnes en mettant en place cette hybridation dont on parlait, je crois qu'il nous faut les forums hybrides en fait pour que ça fonctionne. Je trouve qu'il faut aussi des incarnations. C'était intéressant dans la Convention citoyenne pour le climat de voir comment un certain nombre de citoyens tirés au sort se sont en quelque sorte sentis investis comme ils ne l'imaginaient pas sans doute d'une espèce d'énergie écologique. Je crois qu'il faut aussi penser à ces personnes-là, que ce sont des personnes qui ont une légitimité avec ce qu'elles ont fait, travailler, écouter des experts, débattre entre elles, faire des propositions. Donc, se servir de ces citoyens, moi je trouve qu'ils me représentent d'une certaine manière. Et puis, moi j'ai créé un prix du roman d'écologie avec des écrivains, des étudiants. Je trouve qu'on doit aussi se servir de notre créativité dans ce moment-là, c'est-à-dire penser que le champ politique est souvent un champ étroit, enfin, pavlovien, vous savez, on sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Le lien entre démocratie et écologie doit nous aider à retrouver de la créativité et pourquoi pas, dans ce moment où on écrit, où on lit davantage, parce qu'on est confiné, mettre sur la place publique toute une série de tribunes sur le changement écologique tel qu'on l'imagine, mais chacun avec son ton. Et si un certain nombre de médias pouvaient s'y associer, ce serait superbe, parce que ce qu'on voit bien, c'est que la question du fonctionnement démocratique, on voit bien que chacun s'informe beaucoup dans cette période, elle se fait aussi avec des médias qui sont, je trouve, sur les questions écologiques plus actifs, beaucoup plus actifs qu'il y a quelques mois, et que nous, citoyens, nous devons faire le lien avec les médias. Et de par votre expérience à la fois politique et de haut fonctionnaire, est-ce que vous êtes optimiste, ou au moins est-ce que vous pensez qu'il va y avoir quand même une prise en compte de quand même cette prise de conscience massive dans la politique de relance qui va être proposée par le gouvernement? Je pense que c'est tout à fait possible, mais je trouve qu'il y a une espèce d'obsession en ce moment sur la question de l'argent.
et que moi, je le verrais davantage sur la question du pouvoir de régulation de l'État. C'est-à-dire que, faut pas oublier, et sans doute, que l'État doit se revoir de nouveau comme régulateur, au fond. On l'a vu, un État plus actif, un État... on a vu ce qui s'est passé là, on voit ce qui se passe dans le cadre de cette crise. Voilà, l'État va remettre, par exemple, beaucoup plus d'argent à l'hôpital, ça va passer de 2 à 7 milliards d'euros. Il devient plus actif, les administrations, les institutions ont compris ce qui se jouait. Et donc, je crois pas vraiment que... Enfin, je pense que c'est très bien de mettre de l'argent sur la santé, qu'on voit que c'est devenu un bien commun. Mais que la question de la régulation va se poser beaucoup sur la question de l'écologie. Parce que, au fond, ce qui se passe, c'est, ça a été évoqué dans vos questions, la question des lobbies, la question de qui fait la norme, la question de qui l'applique, surtout qui évalue la façon dont la norme a été respectée. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire un État qui régule et qui mette des moyens pour la régulation écologique, c'est à ça que j'ai envie de croire. Je ne dis pas que ça va forcément se passer, hein, mais je ne crois pas forcément que les finances publiques vont être consacrées à la relance écologique. Mais je crois que s'il y a une bonne régulation et une bonne incitation, et si l'État joue ce rôle justement qu'au fond jouait le commissariat général au plan, au moment de la reconstruction et dans les années 60-70, ça serait très intéressant. Et que par ailleurs, j'aurais quand même insisté là-dessus, l'État c'est nous, et c'est évidemment d'abord les fonctionnaires, mais c'est aussi nous, les citoyens. Et il y a au sein de l'administration des personnes extrêmement motivées, très compétentes sur ces enjeux-là, qui ne demandent qu'à s'en préoccuper, qu'à être au service d'une stratégie écologique qui concerne l'ensemble de l'État et pas seulement le ministère de l'écologie. Donc ça, c'est un point important aussi, c'est qu'il y a la ressource humaine. Moi, je crois qu'il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et voir, il y a des personnes qui rongent leurs freins sur ces enjeux écologiques. Le manifeste pour un réveil écologique, il aurait pu être très bien écrit par de jeunes ou de moins jeunes fonctionnaires. Est-ce qu'on se laisse le temps pour une ou deux questions? Moi, je suis d'accord. Hein, pour deux? Pas... Oui, d'accord. Ouais. Deux gardes pour des questions. Donc, une avant-dernière question. Comment garantir un niveau de connaissance et d'éducation suffisant de chacun à chacune pour maximiser le sens des responsabilités à la fois individuellement et collectivement? Oh, une question très simple. La question de l'éducation, elle est, chacun sent qu'elle est centrale et en même temps, chacun se demande comment faire. Moi, je vais être très réactionnaire là-dessus, mais je trouve que ce serait intéressant de faire une épreuve d'écologie au bac. Alors, je sais que bien maintenant, le bac, c'est le contrôle continu, etc. Mais je pense que on peut pas se contenter de dire maintenant il y a de l'écologie quand on fait la géopolitique, il y a de l'écologie quand on fait la biologie. Est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à tout ce qu'on vient d'aborder, qui concerne à la fois les enjeux démocratiques, scientifiques, d'incertitude économique, de mobilisation, de contre-pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à organiser autour d'un enseignement qui aurait, au fond, vous savez, j'ai l'impression que tout le monde, que le professeur de philo en terminale, il dit « moi, je suis aussi important que les mathématiques ». Moi, j'aimerais qu'il y ait un enseignement d'écologie, qu'on puisse dire « tiens, l'écologie, c'est aussi important que les mathématiques ». Dans la hiérarchie de nos préoccupations. Alors, c'est peut-être un peu élitiste et un peu réactionnaire ce que je dis, mais en tout cas, il y a quelque chose à organiser comme un enseignement obligatoire et qui soit pas un enseignement dont les étudiants, dont les élèves se disent bon bah ça, il faut bien le faire, mais bon, ça c'est quelque chose qui serait un socle. Après, il y a aussi dans la question écologique quelque chose qui relève quelque part de l'intime et au fond pas seulement de l'enseignement obligatoire. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'organiser notre vie sociale d'une façon telle qu'on retrouve ce lien avec la nature? Je suis très frappée du fait que, par exemple, depuis le début du confinement, on n'a plus le droit d'aller se promener dans la nature. Alors, l'explication donnée, c'est qu'on n'est pas raisonnable. Vous savez, on n'est pas du tout raisonnable dans les supermarchés non plus. Hein, dans les rayons, franchement, parfois, je pense que la transmission du virus peut s'effectuer.
Mais en revanche, si on va au bois, il paraît qu'on n'est pas raisonnable, donc maintenant, il est totalement interdit d'aller au bois. On surveille les bois par hélicoptère, les drones, dans la montagne. Bon. Donc, comment est-ce qu'on fait aussi pour redonner à la nature la place qu'elle doit avoir pour que, quelque part, notre culture, qui est une culture pas seulement d'acquisition obligatoire, mais aussi une culture de vie, puisse donner cette place à la nature que nous ne lui donnons pas assez spontanément, ou même la méfiance vis-à-vis de la nature que nous pouvons, dont témoigne, je trouve, ce qui se passe aujourd'hui. Je sais qu'il y a une pétition qui a été lancée d'ailleurs sur change.org sur le fait qu'il faudrait retrouver le fait de pouvoir aller librement dans la nature. L'exemple qui est donné, c'est le fait qu'en Allemagne, par exemple, on peut se déplacer, on peut se promener, on est même incité à le faire. C'est intéressant. Donc, j'aurais tendance à dire enseignement obligatoire avec force de, quelque part aussi, presque de sanctions, mais aussi tout ce qui relève de ma libre éducation et de la façon dont ceux qui comptent pour moi me disent va dans la nature. Donc, je n'ai pas une vision univoque sur l'éducation. Il y a l'éducation que je choisis d'avoir et puis il y a celle qu'on me donne. Et en ce sens, excusez-moi, je fais tomber mon iPad. En ce sens, je trouve que au sein de l'éducation nationale, on ne peut pas se contenter de dire que l'écologie, elle est enseignée dans d'autres disciplines. À la faculté, c'est pareil. Hein, à l'université, pouvoir renommer les licences de biologie, écologie, c'est pas facile. Donc il y a une place à trouver, y compris en nommant les choses écologie. Merci Lucille. Je profite juste de de ce petit sujet sur l'éducation pour rappeler que le campus de la transition est en train justement de travailler sur un livre blanc pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour justement proposer comment diffuser mieux l'enseignement de la transition écologique et sociale dans tous les cursus. Et juste du coup la dernière question, est-ce que vous auriez une référence, une recommandation, ou un, deux ou trois petits pas avec lesquels on pourrait repartir de cette conférence pour agir dès maintenant? Alors, moi, j'ai d'abord, j'aime bien lire et donc je vous inciterai à lire la trilogie des rives d'Emmanuel Pagano, qui est une romancière que j'aime beaucoup et qui a écrit cette trilogie romanesque sur l'eau. Et il y a le dernier roman de cette trilogie s'appelle Serez-vous des nôtres et raconte une journée en parallèle d'un sous-marinier. C'est le jour où il sort du confinement et où il va revenir à la surface. Et puis, c'est un moment où, dans la propriété de ses parents, c'est le moment où on évacue l'eau des étangs et où on recueille les poissons. Je trouve que c'est un roman assez passionnant et qui évoque des choses sur le confinement assez intéressantes. Et puis, bien sûr, il nous faut des choses très, très concrètes. En dehors des lectures, moi, je pense que réfléchir très concrètement à l'articulation entre sa responsabilité individuelle et sa responsabilité collective dans les lieux qui sont importants pour nous, les lieux où on a de l'influence, que ce soit la famille, les amis, la politique, ou se projeter en se disant tiens, j'aimerais prendre des responsabilités là parce que c'est là que je veux que l'écologie prenne sa place, c'est quelque chose d'essentiel. Et pour moi, il y a un point de combat, d'engagement, c'est vraiment de faire le lien entre la question de l'écologie et la question de la justice. Et je pense que, on l'a vu avec les Gilets jaunes, cette question des incompréhensions par rapport à l'écologie perçue comme un vecteur d'injustice sociale, question fiscale, nous devons en priorité travailler là-dessus. Et c'est pas forcément ce à quoi pensent ceux qui ont du pouvoir, parce que quand on travaille sur l'exclusion sociale, sur les inégalités, etc., on n'a pas forcément accès à beaucoup d'argent. Et donc là, il y a quelque chose d'essentiel. Je voyais que il y a eu des incompréhensions apparemment dans une intervention de Daniel Salnave qui a dit que c'était la France des Gilets jaunes qui aujourd'hui aidait la France à tenir. C'est une expression maladroite, c'est clair.
Mais en tout cas, c'est clair qu'on est dans un moment où ceux qui étaient invisibles et qu'on n'était pas habitué voilà, dont on ne savait, dont on ne remarquait pas l'existence, sont aussi devenus ceux qui aident la France à fonctionner, qui nous aident à vivre. Et donc autour de ça, je ne sais pas qu'est-ce que ce serait un exercice pratique, mais si on pouvait faire en sorte, moi j'avais réfléchi à la question du revenu universel, parce que je vois bien que ça ressurgit beaucoup aujourd'hui par rapport à la question de l'écologie. Si on pouvait faire en sorte de réfléchir à la question du revenu universel et comment est-ce qu'on pourrait lui donner une portée intéressante dans le déconfinement, je trouve que ça serait important. C'est déjà porté par des élus, c'est déjà porté par des territoires. Sophie Swatton en a parlé dans le cadre du revenu de transition écologique. Je trouve que cette notion de revenu de transition écologique devrait trouver une nouvelle force à la sortie du confinement. Merci beaucoup, Lucile. Merci aussi beaucoup à Philine pour ses dessins. Tu peux nous les partager une dernière fois. C'est le compte-rendu de toutes les questions qui ont été discutées. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée et à très bientôt.